Salut Stéphane. Je voulais adresser ta question parce qu'elle était pertinente et c'est quelque chose qui cause un débat chez moi depuis un bout de temps. Je peux juste pas répondre en fin de semaine, on n'était pas à la maison, là, mais je tenais à te répondre concernant ta question là, sur la vie privée. Est-ce que je crois encore? Ma réponse à ça, c'est non. J'ai été assez vocal là-dessus dans la dernière année. J'en ai parlé dans les médias, je l'ai dit à plusieurs reprises. TVA avait même fait une manchette un moment donné sur l'application, ça m'a fait rire, mais j'ai dit non, la vie privée, ça n'existe plus. Bon, peut-être qu'on devrait commencer par définir c'est quoi la vie privée, là. Si on pense au gouvernement, est-ce que les gouvernements sont rendus avec des caméras dans nos chambres pour voir avec qui on va baiser? Non. On n'est pas rendu non plus un système de crédit social comme en Chine. On est loin de ça. Mais ironiquement, quand je parle de ça, de ma perception, c'est entièrement mon opinion en passant, là. Quand je dis que la vie privée, à mon avis, ça n'existe plus, ben, une des choses que j'ai constatées dans la dernière année, c'est que j'ai à peu près 50% des gens qui sont d'accord avec moi, 50% qui me débattent là-dessus. Fait que c'est correct. Il faut en parler, c'est ça qui est important. Mais non, moi, j'y crois plus pour plusieurs raisons. Ça fait longtemps là, que nos données, nos renseignements personnels fuitent partout. On a vu encore récemment le cas où GM Monster s'est fait taper sur les doigts parce qu'il vendait des données de localisation, de la façon dont on conduit. Il vendait ça à des tierces parties sans notre consentement. Tesla, j'avais parlé de Tesla là, un an ou deux sur la French Connection. Alors qu'on sait, dans les Tesla, il y a des caméras partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Puis, des employés de Tesla regardaient des vidéos qui avaient été filmées dans les autos, puis ils riaient du monde, malgré qu'ils ne sont pas supposés regarder ces vidéos-là. Facebook, Meta, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils vendent nos données. Et là, ça tombe bien, ce matin, toi-même, tu parles de TikTok qui ramasse de plus en plus de données malgré la conversion à une compagnie américaine, là, la ségrégation entre la Chine et les États-Unis, ben, ils collectent encore plus de données. Et Temu, Shein, toutes ces applications-là qui viennent d'origine chinoise, là, les gens consentent à ça. Là. Ils vont donner, ils lisent pas, fait qu'ils vont consentir parce qu'ils veulent utiliser l'application. Puis là, ils partagent leurs données avec ces gens-là. Fait qu'à l'émission de JE, c'est ça, vous avez parlé pendant une demi-heure, là, ben pas vous, là, mais l'émission ça a traité de ça, l'usurpation d'identité, le vol d'identité, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. On dit là, que ça fuite de partout. J'ai aimé, j'étais très d'accord avec la réponse de Jean-Philippe là, quand on lui a demandé, d'après vous, combien de Québécois là, sont affectés. Puis, il a à peine hésité, il a dit 100%. 100% des Québécois ont des renseignements qui ont fuité sur le dark web. Puis là, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est qu'on n'a aucune façon vraiment, on n'a aucun recours, on n'a pas de mécanisme là, pour se protéger. L'Agence Revenu Canada a eu des fuites, hein, nos numéros d'assurance sociale, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses courriels, bref, toutes fuites. Puis c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer? On entend des histoires, là, hein, Audrey Pelletier, là, à JE, justement, là, qui a vécu l'enfer à cause de son prêt auto. Puis c'est elle, en bout de ligne, qui en paye la facture. Fait que c'est vraiment plate. Nos numéros d'assurance sociale, on se fait donner un numéro d'assurance sociale quand on arrive sur la planète, puis on est pogné avec le reste de nos jours, peu importe ce qui arrive. Et on a vu des cas d'usurpation durant la pandémie, là, quand il y a des gens qui avaient appliqué pour les paiements, je ne me souviens plus le nom de l'acronyme, là, pour les paiements pour aider les gens durant la pandémie. Puis là, il y en a qui ont reçu des avis de cotisation l'année d'après pour des paiements qu'ils ont jamais reçus parce que c'était pas eux autres qui avaient demandé ça. Mais leur identité avait été usurpée. Puis là, c'est tout le fardeau est sur leurs épaules de prouver que c'était pas eux autres. C'est fatigant, là. C'est chronophage, c'est pas le fun. Ça met le monde dans... C'est vraiment désolant de voir ça. Mais est-ce qu'on peut changer notre numéro d'assurance sociale? Ouais, il y a des façons de le faire. Mais même si on réussit à le changer, parce qu'apparemment que c'est pas facile, ben, on demeure responsable de notre numéro d'assurance sociale original. Donc, c'est quoi le but, là, d'abord? Fait que, euh, c'est un point que je suis très, très d'accord, mais à 150% avec toi, c'est les histoires là, d'Equifax et TransUnion. Ça, c'est une histoire de fou. Ces compagnies-là ont beaucoup trop de pouvoir et d'influence sur nos vies financières. Oui, au Québec, depuis 2023, ça fait longtemps que j'en parle, je l'ai mentionné. J'ai créé un PDF à ce niveau-là, au niveau de barrer les dossiers de crédit. Là, j'ai partagé ça avec tous mes clients. J'avais mis ça sur LinkedIn. Des collègues aussi dans la communauté qui en parlent depuis longtemps. Fait que c'est rien de nouveau. Cependant, ouais, le message passe pas, les gens sont pas au courant. Fait que tu sais,
Dans la communauté, on aime ça parler de security by default, hein, puis on aimerait ça que les développeurs, là, tous ceux qui font des choses, des programmes, des applications, pensent à security by default, mais on sait que c'est pas le cas. Ben, si ces compagnies-là penseraient comme ça, ben pourquoi est-ce que les dossiers de crédit sont pas barrés pour tout le monde? Pourquoi pas protéger tout le monde, là, puis on barre les dossiers de crédit, puis là, si tu veux une carte de crédit ou tu veux ouvrir un compte de banque, tu as besoin d'un prêt, tu sais, là, tu débarres ton dossier, puis ça se fait. Puis en plus de ça, hey, c'est après 48 heures, 72 heures, là, tu l'as pas rebarré, il se rebarre automatiquement. Ça serait bien protégé, les citoyens. Hein? Mais là, certain qu'il y en a qui vont chialer, qui vont dire ah, c'est fatigant, je vais ouvrir. Tu sais, je veux un prêt, puis là, il faut que j'appelle, il faut que je fasse débarrer mon dossier de crédit. Fait que on tombe dans la catégorie damned if you do, damned if you don't, là, à mon avis. Fait que, ouais, fait que là, on est rendu au point où les gens, là, se font avoir, puis là, on va dire, se déresponsabiliser. On n'apprend pas les bonnes pratiques et donc on veut que le gouvernement s'en occupe. Les gouvernements, vraiment, là, ça serait censé être eux autres qui devraient mettre en place des cadres et des lois pour protéger, mais regarde, là, on prend la loi 25 là, hein, comme exemple. Je me souviens en 2021-22, là, quand on parlait du projet de loi 64, hey, on était tout excités dans la communauté de cybersécurité. Enfin, les compagnies vont devoir s'occuper de leur cybersécurité, protéger les renseignements personnels, il va y avoir des amendes, hey, ça va coûter cher, ils n'auront pas le choix, ils vont le faire. Écoute, je rencontre encore des PME là, qui n'ont même pas entendu parler de ça, qui n'ont rien fait là, hein, en 2026. Il n'y a eu aucune amende. J'ai vu des cas là, ouais, il aurait dû avoir des amendes, là, parce que quand les gens parlent là, qu'on a mis des mesures, des strictes mesures en place, puis c'est une attaque trop sophistiquée par n'importe qui dans la communauté de cybersécurité. La plupart des attaques sont pas sophistiquées. Mais, regarde, à date de la loi 25, là, c'est mort dans l'œuf, ça fait pas grand-chose. Je me souviens, là, un peu plus d'un an, quasiment 2 ans, je déjeunais avec un de mes amis, Éric Kerr, et un de mes amis et Éric Kerr, qui était ministre à cette époque-là, et on parlait de la loi 25. J'ai dit, le problème, c'est que la loi 25 n'a pas de dents. Puis M. Kerr, il me corrige, il dit, non, non, elle a des dents. J'ai dit, oui, elle a des dents, c'est vrai. Mais les dents sont dans un verre d'eau sur la table de nuit. Là. Il n'y a personne qui les met. Fait que, il a trouvé ça drôle, puis il a admis que j'avais pas tort. Mais c'est ça, là, la loi 25, ça fait rien à date, là. Je vois pas grand-chose. Et comme tu l'as mentionné même dans JE, ben, en plus de ça, ils ont enlevé toute transparence. Hein? Là, on sait même plus c'est qui les compagnies qui ont eu des fuites de données. Est-ce que je faisais affaire avec ces compagnies-là? Est-ce qu'il y a un potentiel que mes données aient fuité? On se dit, bon, hein? Comme dirait mon ami Steve Waterhouse, la sécurité par l'obscurité. C'est ça. Puis l'autre exemple, on peut aller plus au niveau PME, mais le fameux cadre cybersécuritaire Canada. Hein? Moi, je suis fan de ça. J'accompagne plusieurs entreprises dans leur certification. Cadre qui a été sorti par le gouvernement fédéral en 2019. Ils ont budgété 28 millions de dollars sur 5 ans pour promouvoir ce cadre-là. Et dans ce 28 millions-là, il y avait une attente que d'ici 2025, plus de 5 000 entreprises canadiennes seraient certifiées. Fait que 2025 est fini, ça fait pas longtemps, mais c'est fini. Puis aux dernières nouvelles, là, je ne sais même pas s'il y avait 50 entreprises de certifiées. Fait que c'est bien beau sortir des affaires, mais si on fait rien avec, il n'y a personne qui va s'en occuper. Fait que d'où le pourquoi que je suis un petit peu en désaccord avec l'analogie de la ceinture de sécurité. Hein. Hey, ça a pris 25 ans, mais finalement, tout le monde a adopté la ceinture de sécurité. Ouais, mais là, la question que je te pose, c'est pourquoi est-ce que la ceinture de sécurité a été adoptée? Est-ce que c'est parce que les gens rentraient dans leur auto, puis là, ils disaient, ah ouais, si je mets pas ma ceinture, puis j'ai un accident, je risque de passer à travers le pare-brise, ça va faire mal. Ou est-ce que c'était plutôt, ah, si je mets pas ma ceinture, là, la police va peut-être me donner un ticket, là, puis ça a l'air que ça coûte cher. Il y avait un incitatif. Les autorités policières ont commencé à donner des tickets parce que c'était la loi. Fallait que tu portes ta ceinture. Si tu portais pas, tu avais un ticket, puis ça coûtait cher. Hein? Fait que je pense que c'était plus ça. Fait que l'incitatif aux citoyens de s'occuper, d'apprendre, d'apprendre comment se protéger, de mettre en place des bonnes pratiques, ben, il n'y en a pas d'incitatif. Ouais, on peut dire qu'il y a des conséquences aux autres. Hein? On aimerait ça croire que l'humain est assez intelligent pour regarder ce qui se passe aux autres, dire ouais, je voudrais pas que ça m'arrive, ça, je vais faire attention. Non, non, c'est pas de même que ça marche, l'humain. Hein? Les conséquences à un, là, c'est pas un incitatif à l'autre. Okay? On se surestime. Hey, il est-tu calme, lui, check ça comme il s'est fait avoir. Moi, je me ferai jamais avoir comme ça, là, voyons. Fait
tout le monde se fait avoir. Hein? Fait que l'histoire la ceinture de sécurité, je crois plus ou moins. D'ailleurs, regarde, on est rendu à peu près quoi, à 20 ans, là, que tout le monde a accès à Internet, les téléphones intelligents, les applications, puis tout ça. Dans 5 ans, là, on va être rendu à la même place que la ceinture de sécurité. Pas quand j'entends qu'il y a des augmentations à chaque année dans les cyberattaques, dans les cyberincidents, dans les fraudes, les arnaques. Non, je suis pas convaincu que dans 5 ans, dans 5 ans, ça va être réglé. Euh, j'ai eu la chance l'automne dernier au Hackfest de parler avec des gens du gouvernement de la Lettonie qui travaillent en cybersécurité et je leur questionnais sur leur identité numérique parce que l'Estonie, que j'ai soulevé souvent dans les médias, on sait, là, sont très forts à ce niveau-là, sont très en avance, et la Lettonie aussi. Puis je lui demandais, qu'est-ce qui arrive là s'il y a une fuite de données quelque part, puis ton identifiant, ton identité numérique à coule. Bon, je vais sur mon téléphone, puis je régénère un nouveau certificat, c'est tout. Puis ils peuvent rien faire. Je dis non, fait, la vol d'identité chez vous, ça n'existe pas. Ben, ça existe, mais ça va tellement vite là, qu'on peut changer notre certificat. Il y a rien qui se passe. Là. C'est les chances que quelque chose arrive avec notre identité, c'est à peu près zéro. Hein? Mais tu sais, au Canada, on tarde. On traîne la patte, on n'est pas capable. Là, le gouvernement québécois est en train de faire de quoi? Mais comme l'a dit Francis à Cube Radio la semaine dernière, puis ce que moi j'ai répété souvent, c'est que ça devrait être une initiative fédérale, ça. On veut pas commencer à avoir 10 identités numériques à travers le Canada, là, pour chaque province, pas chaque territoire. On est rendu à combien de systèmes d'identité numérique? Ça devrait être national. Mais on fait rien. Puis une des raisons que moi j'ai mentionné souvent dans les médias et que je vais continuer à dire pour le moment, c'est que le plus gros morceau qui me manque au Canada, au niveau de l'identité numérique, c'est la confiance. Les gens ont juste plus confiance à leur gouvernement. Fait que là, de dire qu'il y a une identité numérique, tu vas tracker tout ce qu'on fait en plus. Je peux pas voir comment ça va marcher ici, là, au Canada, d'ici peu. Mais bref. Fait que c'est un peu ça, ma fatigue de dire que je crois plus à la vie privée. C'est plus les cas des particuliers. Ginette qui est assise dans son salon à Sainte-Clotilde de Horton, là, qui veut juste pas comprendre. C'est pas étonnant. Moi, j'ai essayé d'être plus diplomatique de la façon que je dis ça, mais on le sait, là, on l'a entendu encore récemment, 52% de la population québécoise est analphabète fonctionnel. Fait que, est-ce que les attentes sont élevées à protéger des gens comme ça qui ils veulent juste que le gouvernement s'en occupe de tout? Hey, quand t'es jeune, là, puis tu vas apprendre à conduire une auto, hein, tu vas pas juste embarquer dans une auto puis partir, là. Non. Faut que tu ailles à la SAC, faut que tu aies un permis temporaire, faut que tu t'enregistres pour des cours, faut que tu suives des cours de théorie, tu sors avec un prof pratiqué, hein, sur la route pendant plusieurs heures. Après ça, faut que tu ailles à la SAC, tu as un examen théorique, puis si tu passes ça, ben là, tu bookes ton examen de conduite, puis si tu passes ça, ben là, tu as ton permis de conduire. Hein? Fait est-ce qu'on est rendu, là, ça devrait être pareil pour aller sur Internet et avoir accès à ces belles choses-là qui nous simplifient grandement la vie, là. Moi, on sait, là, le changement que ça apportait à nos vies, ces affaires-là, c'est génial. Mais imagine, là, on va-tu arriver un jour où quelqu'un va appeler, je sais pas, le Bell, Vidéotron, Cogeco, où il veut un lien Internet, où il va s'acheter un téléphone mobile avec un plan data, puis là, on va dire, non, attends un peu, mon grand, c'est pas de même que ça marche. Hey, attends, faut que tu ailles au bureau, là, du ministère de l'accès aux Internet. Puis là, tu vas faire une application, puis 3-4 semaines plus tard, ils vont t'envoyer une lettre par la poste, parce que t'as pas de fax aujourd'hui, là. Fait qu'ils vont t'envoyer ça par la poste pour te dire que là, ils ont reçu ton application, puis tu peux t'enregistrer pour un cours de 30 heures, comment naviguer sur Internet, comment se protéger, comment reconnaître des courriels d'hameçonnage, comment reconnaître des courriels ou des appels des faux représentants des banques. Fait que là, après ça, que tu as fait ton 30 heures de cours, ben là, tu vas t'asseoir à côté d'un gars qui va naviguer sur Internet, puis tu vas le regarder faire pendant une couple d'heures, puis il va te montrer des courriels d'hameçonnage. Puis après ça, tu vas avoir un examen théorique à faire, hein, puis voir là, si tu as bien compris. Puis après ça, on va te mettre sur un ordi, on va te laisser naviguer sur Internet là, pendant une couple d'heures, ou bien non, peut-être à la maison, là, c'est correct, on va te laisser acheter un ordi, mais on va mettre un agent spécial, là, puis on va pouvoir surveiller tout ce que tu fais, là, juste voir si tu as compris. Puis après ça, après une couple d'heures, là, de même, ben là, peut-être on va te donner ton permis là, qui va te permettre d'aller sur Internet. C'est tout ça que ça prend, là? Je sais plus. C'est juste, je commence à être fatigué. Puis je me suis fait dire dans un autre forum que si de mon côté, j'ai baissé les bras en vue de ma vie privée,
que je devrais juste me fermer la gueule, là, puis laisser battre ceux qui n'ont pas encore baissé les bras. Peut-être que c'est ça que je devrais faire. Mais est-ce que je suis réaliste ou pessimiste? Ou il y en a qui ont juste encore plus d'espoir que moi? Mais regardez ce qui se passe, là, puis l'augmentation continuelle des cyberattaques, des fraudes, des arnaques. Je suis pas convaincu que ça va finir bientôt. Puis, honnêtement, je pense que ça va aller à s'empirant. Ça va pas s'améliorer d'ici peu. C'est mon opinion, c'est ma perception. Tu vas sûrement me faire démolir là, pour ce que je dis, mais regarde, euh, c'est correct. Je le prends. Ciao.